Hotep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que l'éloquence dans la bouche de Christiane Taubira ou que les talonnettes aux pieds de Nicolas Sarkozy. Bienvenue dans les funérailles des tabous, l'émission qui, comme vous le savez dorénavant, répond à l'exigence imposée par France Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro par l'excellence, très loin de la victimisation et de la passivité. Et pour ce faire, il est impératif, bien évidemment, de réfléchir, dans la mesure où, pour agir en homme d'action, il faut penser avant toute chose, et ce, de manière collective. Alors, aujourd'hui, comme de coutume, je suis accompagné par mon cher camarade aux yeux perçants et aux neurones financiers qui ne sont pas moins, Loïc. Un plaisir de vous retrouver tous autour de cette table. Et nous allons aborder un tabou, et non des moindres, qui est sur tous les écrans. Impossible d'y échapper. Mais pour comprendre sa portée, sa pertinence, comme très souvent, il est impératif de prendre un peu de recul sur le terrain de l'histoire. Au lendemain de la Révolution française, le mot d'ordre s'est imposé, le bonheur, être heureux. Jusque-là, il était uniquement question d'atteindre le paradis, de se conformer afin d'atteindre le fameux salut. Et patatrac, le bonheur s'est invité. Décennie après décennie, révolution industrielle après révolution industrielle, on en vient à ce que le bonheur devienne une exigence, un impératif. Aujourd'hui, les gens, un certain nombre de personnes sont malheureux à ne pas être heureux. La question est, comment être heureux? Qu'est-ce que le bonheur? Se limite-t-il au matériel? Il se trouve que non, on le sait. Mais qui guide? Existe-t-il une école du bonheur? Rien n'est moins sûr. Et c'est là que rentrent en scène des nouveaux acteurs, les coachs en développement personnel. On en voit en tout genre, développement personnel, coach en amour, de toutes sortes. Sauf que les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, tant et si bien qu'une question s'impose. Finalement, le coaching serait-il le métier de ceux qui n'ont pas de métier, les mercenaires de la médiocrité, ou alors serait-il le reflet d'une autodétermination assumée et efficace? Alors, pour rentrer dans cette problématique, nous avons la chance d'accueillir autour de la table deux véritables coachs. Tania Mayembe, je te laisse le soin de te présenter. Bonjour à tous, je suis Tiana Mayembe, coach professionnel certifié. J'évolue depuis 6 ans dans le développement personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner les femmes actives qui ont besoin de se valoriser au travail en gagnant en estime personnelle et en confiance en elles. Sois la bienvenue, chère sœur. Et ainsi que Philippe Fabignon, que l'on ne présente plus mais que l'on présente quand même. Je laisse le soin de le faire. Merci de m'accueillir sur cette émission qui est très bonne et dans laquelle j'aime me retrouver. Donc moi je suis Philippe Fabignon, j'ai un métier, je tiens d'ores et déjà à le dire, je suis producteur audiovisuel, je travaille pour les différentes chaînes de télé nationales. Et aujourd'hui, avec les 24 ou 25 ans à raconter les histoires de vie en images, j'ai décidé de transmettre ce savoir, de prendre son histoire, qu'elle soit personnelle, de son produit ou de son entreprise, et la mettre au profit, cette histoire, d'un projet, de son projet. Donc, on peut l'appeler coach, accompagnement, grand frère. En tout cas, le but pour moi est de transmettre ce que j'ai appris tout au long de ces années. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, d'abord à titre individuel, qu'est-ce qui vous a poussé justement à embrasser cette profession? Pour ma part, en tout cas, ce n'était pas un choix que j'avais prévu de faire initialement. Moi, je sors du marketing digital. Donc, j'ai fait un master en marketing digital, j'ai travaillé comme community manager, chargé projet web junior. Mais durant 5 ans, j'ai développé un média pour les jeunes parce que à la fac, je me suis retrouvée à un carrefour où je devais choisir entre étudier ou alors travailler. Et je me suis dit, je ne sais pas quel choix faire parce qu'en vérité, je ne sais pas qui je suis en dehors d'être la copine d'eux, la fille d'eux. Qui suis-je, qu'est-ce que j'aime? Je n'avais pas forcément les réponses. Et donc, pendant toute l'année, la 3e année, en fait, à la fac, j'ai commencé à chercher des réponses via le net. Je suis tombée sur des vidéos de développement personnel, anglophones principalement.
Et je faisais le parallèle avec les réseaux sociaux français, avec Facebook à l'époque, où tout ce qui était populaire, viral, c'était les téléréalités ou les ragots. Et je me suis dit, mais c'est étrange, on est à un stade où on doit prendre des décisions qui vont nous impacter pour toute notre vie. Et tout ce qu'on consomme, en fait, ce sont ces choses très superficielles. Et je me suis dit, c'est bien beau, tu as constaté qu'il y a un manque, en tout cas selon toi. Pourquoi pas le remplir, toi? Pourquoi pas partager quelque chose? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé un média qui s'appelait Alphadom à l'époque, où je souhaitais, à ma façon, en tout cas, partager ce que j'avais appris du développement personnel, comment je l'appliquais à ma vie, pour les jeunes, pour qu'on puisse finalement accomplir nos objectifs scolaires et même personnels. Et donc, durant toute l'évolution de ma scolarité, le retour en master, etc., j'ai continué à développer, en fait, ce média. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après mes 2 ans dans ce grand groupe, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche un CDI? Où je vais? Et pour moi, en fait, la réponse a sonné un peu comme une évidence parce qu'on m'appelait de par les réseaux, de par mon travail. j'étais amenée à conseiller, à accompagner. Et je me suis dit, est-ce que je ne peux pas finalement embrasser cette voie qui semble m'appeler? Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis certifiée. Tu es habillée au travail à travers les réseaux, c'est ça? À vrai dire, moi, je partageais surtout les conseils que moi-même j'appliquais pour développer mes projets, pour être plus à l'aise au travail, pour avoir une mentalité beaucoup plus positive. J'essayais aussi de traduire ce que je recevais de ces médias anglophones, les tips qui me semblaient en tout cas hyper pertinents. Et j'avais aussi, un peu comme vous, ces interviews en fait, que je faisais de jeunes entrepreneurs ou de jeunes personnes assez influentes, en tout cas à mon sens, pour qu'on puisse débattre, partager des idées et des tips, tout simplement. Ok. Ouais. Donc c'est ta mission qui est venue frapper en quelque sorte à ta porte. Exactement. Cher Philippe, à cette question, à quel moment la flamme a jailli en toi? À quel moment? Alors, déjà, moi, j'ai toujours été animé par l'envie de faire briller les autres, si tu veux. Et je l'ai faite à travers mon métier que je fais là. Cette envie, je l'ai réalisée en me mettant au service d'eux, en les filmant, en les mettant en image. Donc pour moi, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Et ensuite, le temps passant, ça s'est matérialisé, ou en tout cas, ça s'est transformé sur on peut dire, est-ce qu'on peut appeler ça un nouveau métier? Je ne suis pas sûr que ça soit un nouveau métier. Un peu quand même. Voilà, déjà, voilà, c'est pas forcément un nouveau métier, mais l'envie de transmettre, et c'est vrai que j'ai cette envie-là, je sais pas, il y a 2-3 ans en tout cas, je me suis lancé sur le storytelling, vraiment, le storytelling, et apprendre grâce à son histoire à se mettre en avant et à développer un business. Maintenant, le déclic, je ne sais pas encore, j'aurais du mal à te le dire, mais je vais essayer d'être très franc et très... Si possible. Il y a enlever les tabous, parce qu'il y a aussi et faire tomber les tabous, il y a aussi je pense, une notion d'argent, et il y a du narcissisme. C'est pour ça que je parlais de mercenaires de la médiocrité. Voilà, d'argent et de narcissisme. La reconnaissance, tu sais que l'être humain est avide de reconnaissance, et parfois le fait que d'autres te disent « Oh, grâce à toi, j'ai réussi », et probablement pour moi, je l'avoue aussi, s'il y a quelque chose de gratifiant là-dessous, ah ouais, j'aide les autres à réussir. Hop, hop, hop. Une petite pause, le temps de laisser la parole à nos chers annonceurs. Imagine être la personne que les autres suivent, être celle ou celui que les autres écoutent. Imagine que chacune de tes apparitions, en présentiel ou en digital, sur scène ou sur les réseaux sociaux, soit une source d'inspiration pour des milliers de personnes. Quel serait ton impact sur le monde? Quel type de relation développerais-tu avec tes amis, tes fans, tes followers ou même tes abonnés? Quel serait ton niveau financier? Tes résultats ne sont pas à la hauteur de ton talent? Alors, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Storytelling attractif, ou l'art d'utiliser les mécanismes d'une histoire pour faire passer des messages qui marquent les esprits. Storytelling attractif, une formation en ligne pour t'accompagner et te guider pas à pas dans la création d'un marketing qui génère des ventes, basé sur ton ou tes histoires. Alors, pour plus d'informations,
appelle le 07 56 92 42 44 ou contacte-nous à l'adresse contact@philippefabignon.com. Est-ce que vous avez réellement changé la vie de certaines personnes depuis que vous avez créé votre contenu et du coup eu votre statut de coach sur les réseaux sociaux? Je n'ai pas changé la vie des gens. Ils ont changé leur vie et moi, je les ai accompagnés. En tout cas, c'est ce que je dis à chaque fois que j'ai mes appels diagnostiques. Je leur rappelle que je ne suis pas un guide, je ne suis pas devant eux, je ne suis pas au-dessus d'eux et c'est facile d'être vu comme étant au-dessus avec les réseaux sociaux ou parce que tu as 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, on t'attribue un statut finalement. Et moi, très vite, je dis, attention, je suis tout comme toi, un être humain qui a sa propre montagne à gravir. La seule différence, c'est que moi, je peux avoir du recul sur ta montagne et je peux du coup t'accompagner. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de personnes qui ont changé leur vie via mon accompagnement. Et moi-même, parce que j'ai évolué, j'ai été de plus en plus efficace dans mon travail et on a des bons résultats. Ouais. Moi, en ce qui me concerne, cet accompagnement, j'estime l'avoir fait depuis très longtemps, si tu veux. En étant chef d'entreprise, je n'ai fait que travailler que pour moi, puisque j'ai créé des entreprises en sortant de l'école il y a très longtemps, il y a presque 24 ans. Et en marchant et en apprenant le métier, mais parfois même à des stagiaires, et elle a raison, Tania, c'est pas moi qui ai changé leur vie. Moi, c'est comme sur un tandem. On a ensemble été sur le chemin de leur réussite et de la mienne aussi. Parce que ma réussite à moi passe par la réussite de l'autre. Donc, vraiment, l'accompagnement que je fais aujourd'hui du storytelling, j'arrive pas à mettre une date où il y a eu une bascule. Pour moi, c'est un cheminement naturel. Et quand vous me parliez de tout ça, je vois tous ces gens que j'ai rencontrés tout au long de ma carrière et que je remercie et qui aujourd'hui sont devenus dans leur milieu des gens hyper reconnus et au final j'en suis très fier parce que j'ai accompagné ou j'ai été là, j'ai eu l'honneur d'assister à ce développement. Et quand vous parlez de cheminement l'un comme l'autre, quel a été pour vous le progrès manifeste vous concernant dans votre pratique entre le moment où vous avez démarré, plus ou moins appelé par la Providence, et aujourd'hui, en termes de professionnalisme, qu'est-ce que vous avez peaufiné, amélioré ou gommé? Sincèrement, j'ai vu une réelle différence post-certification. Et c'est vraiment là que j'ai compris que c'est un métier. Parce que comme je l'ai dit, pendant 5 ans, j'avais mon média, voilà, on me demandait de coacher, d'accompagner, je faisais ça gratuitement parce que voilà, j'aimais faire ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été en école, je me suis dit... Pendant combien de temps? Pardon? Pendant combien de temps es-tu? 1 an. 1 an, ok. Et durant toute cette année, en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire de l'alternance dans mon entreprise et proposer finalement mes services, mais vraiment à un prix très dérisoire, juste pour que je puisse appliquer ce que j'apprenais. Et donc, j'avais déjà une communauté, donc certaines personnes étaient intéressées par ça, et j'ai eu l'occasion principalement d'accompagner des étudiants à mes débuts. Et vraiment, la différence qu'il y a en termes de résultats entre je ne suis pas encore certifiée, je n'ai pas encore tous les outils, je ne suis pas arrivée au bout, et aujourd'hui, je suis certifiée, je continue d'apprendre, je fais encore des formations, etc. Il n'y a rien à voir, en fait. Où se situe justement cette différence? C'est quoi? C'est la maîtrise d'un certain nombre de notions? Ce n'est pas vraiment quantifiable. Donc, sincèrement, je ne saurais pas vraiment comment te répondre. Peut-être une confiance. Je pense que oui, c'est un mélange de tout ça, les outils qui sont de plus en plus nombreux, l'expérience qui permet de voir des patterns, des schémas qui reviennent de plus en plus souvent. Toi aussi qui as confiance parce que tu as des résultats et tu t'aperçois que ta stratégie, ta méthode fonctionne. Donc c'est tout ça et qui permet finalement d'être dans ce processus continuel de professionnalisme, de professionnalisation. Au final, tu apprends en même temps que les personnes que tu accompagnes, clairement. Exactement. Je pense que en tant que coach, tu n'apprends jamais d'être coach. Tu finis jamais d'apprendre d'être coach, tout simplement. Alors, en ce qui me concerne, j'irai à l'encontre directe contre. Je suis pas du tout. Je suis de ceux qui pensent que la certification, dans certains cas, ne veut rien dire. J'ai fait. Pas dans le tien, hein, Tania, mais dans certains cas,
parce que je devais justement mener une enquête là-dessus, puisque j'ai fait un reportage, on va ensuite en parler, sur les dérives du coaching, mais je voulais le faire aussi sur ces écoles de coaching qui certifient selon quoi? Selon des certificats reconnus par qui? Par quoi? Selon quels critères? Selon quels critères? Et on en arrive à certaines écoles qui deviennent des vraies usines à créer des pseudo-coachs qui rêvent d'une pseudo-vie avec soi-disant je vais changer le monde, et au final, ce sont des écoles qui voient les gens ce sont des billets sur pattes, très chers. Je sors de l'école et au final, je ne sais pas comment aller chercher des clients, je ne sais rien. Ok, j'ai appris des outils. Ok, d'accord, mais... Ces personnes ont la théorie, mais pas la pratique, quoi, en gros. Voilà, et la certification, moi je pense que la certification, la vraie, elle vient des gens qui t'accompagnent, elle vient du public, elle vient des autres. Mais en aucun cas, pour le moment, il n'y a rien qui régit, si tu veux, et c'est bien là le problème des écoles de coaching, il n'y a aucune règle pour le moment. Mais alors, excuse-moi, n'y a-t-il pas, pour le coup, des personnes qui ont été validées par plein de clients et qui, au final, on se rend compte que ce sont plus ou moins des charlatans? Alors, il faudrait que tu me donnes des exemples. Des personnes qui ont eu leur statut de coach, Oui. Qui ont créé sur le coup des clients satisfaits avec des témoignages, etc. Et sur du moyen long terme, on se rend compte que finalement, soit leurs clients ont été victimes d'arnaques, soit... D'accord. Ah, donc c'est aussi ce sur quoi je parle dans ce sujet de ce reportage que je vous invite à voir. Oui, donc ce sont des gens qui vont mentir sur les témoignages. Mais maintenant, quand tu ne mens pas, quand les gens, le mot se passe, que tu es efficace, et je sais que tu donnes des formations sur la maîtrise du du verbe et du cerveau. Exactement. C'est un peu comme, j'ai envie de te dire, je vais faire l'analogie avec Amazon ou tu sais, ces systèmes où les gens mettent des étoiles. Mais si tu as plein de gens qui disent « Ouais, mais c'est génial, Herman ou Loïc sont bons », c'est qu'il y a quelque chose, Par contre, si tu mens, là, ça c'est clair. Non, pas si tu mens, mais parfois on peut demander, par exemple, le témoignage de certaines personnes sur le coup, et au final, on se rend compte sur du moyen long terme que ces personnes n'ont pas réellement fait du bon travail avec les clients, parce qu'eux-mêmes, les clients ne se rendaient pas compte de ce qu'ils mettaient en place, ça peut arriver. Tôt ou tard, après, ces clients reviennent. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des procès qui se font, et il y a de plus en plus de gens qui montent au créneau juridic. Donc on ne peut pas mentir éternellement, tôt ou tard, tout se sait. Tu te fais démasquer tôt ou tard, forcément. Et comment distinguer donc un bon coach d'un mauvais coach? What you look at me for? La première réponse que je donne souvent à cette question, c'est quand le coach parle plus qu'il n'écoute. Pour moi, ça, c'est la base. Et tout à l'heure, tu mentionnais le narcissisme. Et justement, avec ce phénomène de coach Instagram, tu vas avoir pas mal de gens qui vont parler de leur expérience et qui, en vérité, vont faire du mentorat. En fait, ils vont parler de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils peuvent faire et dire si moi je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Et ils vont parler. À la fin, la personne va avoir ce sentiment de motivation, de je suis reboostée, mais ce n'est pas du coaching en fait. Là, on t'a encouragé. Et je pense qu'on peut faire la distinction entre un bon et un mauvais coach déjà par ses compétences interpersonnelles dans un premier temps. Si on met certification à part, déjà les compétences interpersonnelles, comment est-ce qu'il est avec toi? Et je sais que j'ai déjà eu ce retour-là de pas mal de mes coachés qui ont pu faire un appel diagnostic, un appel découverte avec des coachs reconnus d'Internet. Et elles me disaient, durant l'appel, déjà j'avais conscience que je n'étais pas la priorité. J'entendais que ça tapait au clavier, j'entendais que la personne prend du temps à réagir. Et je pense que ne serait-ce que par ces 30 minutes que tu peux passer avec le coach, tu peux ressentir en fait si la personne est là pour toi ou pour ton portefeuille. Comment redistinguer ou différencier un bon d'un mauvais? Il y a pas mal de choses. Il y a aussi effectivement les retours clients. Oui, certains peuvent mentir et ne s'en privent pas. Il y a aussi ses expériences à lui. Je suis désolé, mais si je dois gravir une montagne et que toi, tu n'as jamais gravi cette montagne-là, comment tu peux me dire que tu vas m'amener au sommet? Ça, pour moi, c'est très con. C'est déjà, pour moi, c'est... et surtout dans le business, il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, coach business,
mais qui n'ont jamais fait de business, si ce n'est te vendre des choses pour s'enrichir eux, et c'est là-dessus qu'ils font leur business. Donc là, moi, Davantage des commerciaux que des coachs au final. on est sur plus des commerciaux. Donc, il faut aussi se renseigner sur ce que la personne a déjà réalisé, où elle en est déjà. Ça, c'est une première chose. Et l'autre aussi, je suis d'accord avec Tania, c'est les relations... Tiana, excuse-moi. Tiana, c'est les relations aussi interpersonnelles. Il y a des sas de validation qu'il faut mettre en place. Il ne faut surtout pas sauter comme ça et y aller sans avoir validé les retours clients, l'expérience de la personne et aussi comment elle se comporte vis-à-vis de... Si je peux me permettre, juste pour rebondir sur le côté expérience, parce que c'est quelque chose, moi, qui m'avait été mentionné dans le cadre du coaching un peu plus de vie. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut aussi nuancer, parce que tu peux ne pas avoir gravi la même montagne, mais tu peux quand même avoir les outils et réussir à aider la personne finalement à gravir la sienne. Je dis ça pourquoi? Parce que j'avais une maman qui m'avait contactée et qui me disait, bah voilà, moi de base, voilà, je suis mère, je suis mariée, je crois que j'ai pas l'impression que tu sois maman, que tu sois mariée non plus. Je me suis dit qu'il fallait forcément que je sois accompagnée par quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques que moi en fait, qui soit comme moi, parce que finalement, si elle est comme moi, ça veut dire qu'elle va mieux me comprendre. Et c'est avéré qu'à la fin du coaching, elle s'est dit, bah non, je me suis trompée en fait. Tu peux ne pas avoir... Je suis d'accord avec toi, ça, on peut la... Après, c'est vraiment dans ce cadre-là. Tu as raison, là, on parle du bagage. Moi, je te parle à un moment donné de la direction. Effectivement, je me vois mal me faire coacher, ou en tout cas me faire accompagner pour améliorer ma vie si j'ai une schizophrène qui me dit ou une psychopathe qui me dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Okay, ça, déjà, ça, pour moi, c'est complètement différent. Et tu as raison, les bagages peuvent être différents. Et je te rejoins aussi, c'est vrai que moi, j'aime bien le sport. C'est pas parce que tu as un coach, je sais pas, je pense que le coach de Tyson à l'époque n'avait pas eu le même palmarès que Tyson. Oui, bien évidemment. Mais il y a quand même certaines choses qu'il faut valider. Hop. Une petite pause, le temps de laisser la parole à nos chers annonceurs. Chaque jour, plus de 25 000 personnes meurent de la faim dans le monde. Sécheresse, crise humanitaire. Le temps de ce message, près de 18 personnes décéderont sans que personne ne leur soit venu en aide. Il est donc urgent d'agir. Nous sommes liés par un destin commun. Laisser l'autre dans le besoin, c'est éteindre la flamme de son humanité. Faire un don devient alors une nécessité. Donner pour recevoir. Recevoir la vie. Recevoir la joie d'un enfant. Ressentir le bonheur d'une famille. La fierté de contribuer au développement du monde. Des hommes et des femmes de confiance ont décidé d'être le trait d'union entre vous qui donnez et ces familles dans le besoin. Un repas pour 1 euro. Cet euro, c'est le vôtre. Un geste suffit pour changer le destin d'une personne que la faim condamne. Alors ne perdez pas une seconde. Faites un don pour l'opération. 1 euro, un repas. Concernant justement ces choses, qu'en est-il selon vous de la terminologie ? À chaque corps de métier correspond à un certain jargon. Quand vous allez voir un docteur, il suffit que vous l'écoutiez 1 minute, vous savez s'il est docteur réellement ou pas, sur la base des propos scientifiques, des notions, des concepts qu'il emploie. Or, les coachs, l'inflation des coachs se manifeste notamment par le fait que sur les réseaux, YouTube, Instagram, que sais-je, on voit beaucoup de personnes qui se disent coach. Simplement, quand vous tendez l'oreille à leurs propos, c'est assez creux, il n'y a aucune profondeur presque scientifique. Donc est-ce que pour vous, ça, c'est un indice ou pas? Ou alors, on peut avoir un discours vraiment terre-à-terre et pour autant accompagner efficacement les gens dans tel ou tel processus de développement personnel? Parce que c'est souvent ce qu'on reproche, par exemple, aux coachs afro. On dit, oui, mais attends, en gros, ils ne lisent pas, ils nous balancent des grandes phrases qu'ils ont récupérées un peu à gauche, à droite, mais quand tu grattes un peu, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de références. Parce que quoi qu'on en dise, on est quand même des transmetteurs de connaissances qui ne viennent pas de nous, qu'elles viennent aussi de spécialistes. Et c'est pour cette raison qu'à terme, beaucoup se cassent les dents, il y a des scandales qui éclatent, voilà, il y a des masques qui tombent, on s'aperçoit que tout ça c'était fondé ou sur son seul nombril, ou sur c'était de l'esbrouf, c'était un écran de fumée. Donc, est-ce que vous l'avez constaté ça ou pas? Je pense que tu réponds très bien à la question, en vérité, et que dans mon cas, c'est vrai que je vais voir sur
plusieurs pages, que ce soit Instagram ou même TikTok, des notions qui reviennent et que tu apprends en fait en école. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que il suffit que tu saches t'exprimer un minima pour qu'on te voit direct comme une certaine figure. Si tant est que tu as un peu de charisme en plus, c'est bon, c'est foutu, c'est dans la poche. Mais c'est pour ça qu'il faut rentrer en contact avec la personne en fait. Exemple. On peut rien y faire. Hein. Finir des tabous, on est frontal, il faut poser des exemples. Un certain Zach Mokassa, pour vous, c'est un coach ou pas? C'est pas un guerrier, il a dit. Justement, à la base, c'est un boxeur. D'accord. C'est un combattant. Non, maintenant, il se reconvertit, il ne se présente plus comme ça. Hein. Il se présente sous un autre angle. Je ne sais pas si vous le savez. Oui. Voilà, selon vous. Est-ce que déjà, premièrement, vous avez prêté attention au moins à une de ses vidéos ou pas? Si. Bon, donc est-ce que vous lui attribuez ou accordez ou validez son statut de coach? Bah, de ce que moi je vois, en tout cas, le titre de coach, tu peux véritablement savoir si tu l'attribues à la bonne personne quand elle est en action, quand elle est dans le cadre du coaching, dans un premier temps. C'est là vraiment on peut se dire, OK, il n'est pas en train de mentorer, OK, il n'est pas en train de se mettre en avant, il est vraiment en train de coacher. Maintenant, dans le En toute cadre... sincérité, hein, sur la base de ce que tu entendais de lui intuitivement. Pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'il utilise le terme coach pour dire je vous accompagne, en fait. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui mettent dans leur bio coach pour dire je t'accompagne, je te motive. Et c'est vrai que moi, dans mon cas de figure, à la fin, je signe une déontologie où on me dit maintenant vous êtes représentant du métier de coach et vous devez aussi pouvoir aider les autres à mieux comprendre ce qu'est le métier de coach. Et c'est vrai que de par cette déontologie, c'est important que je puisse dire aussi qu'il ne suffit pas en fait de l'indiquer sur sa page sociale pour finalement l'être. Donc poliment... Très franchement, moi, Zach, je ne le connais pas. Je vois qu'il est sur ses bateaux, qu'il a du fric à foison, que tout se passe bien. Après, c'est là où il faudrait redéfinir c'est quoi coach. Maintenant, est-ce que c'est de t'amener à un point A à un point B? Le point A, c'est l'état actuel, et ton point B, l'état désiré, ce que tu veux faire, ce que tu veux avoir, acquérir. Si, je prends l'exemple de Zach, certains le suivent, sont motivés, et peut-être même avec des outils ou pas, ou un effet placebo, j'irais même jusqu'à l'effet placebo, peuvent ensuite transformer, si tu veux, leurs conditions et arriver à ce fameux point B. Ok, mais ce qu'on dit coach, accompagnateur, j'en sais rien. Moi, c'est le résultat qui compte. Moi, je suis basé sur le résultat. Tu ne te prononces pas le concernant. Est-ce qu'il a des résultats? J'en sais rien. Ok. Lady Coach Sonia, c'est une coach ou pas? Lady Coach Sonia C'est pas une coach en amour, je crois. Sincèrement, j'ai pas vu ces vidéos. J'ai juste vu peut-être une publication dans un journal ou un truc comme ça qui a été partagé. Il faudrait voir aussi qu'est-ce qu'elle fait réellement en accompagnement. Parce qu'il faut différencier création de contenu et coach. C'est pour ça que j'ai dit sur la base du contenu qu'il délivre. Est-ce que, maintenant vous m'avez plus ou moins répondu, l'une vous ne la suivez pas, l'autre... Sur le contenu, non. Okay. Moi, ce que je vois des contenus, je ne connais pas Lady Sonia. Moi, j'ai vu Zach, j'adore, c'est du divertissement. Maintenant... Donc c'est plus des animateurs. C'est un super animateur, le peu que j'ai vu. Après, je ne suis pas dans son business, je ne connais pas les clients. Ça se trouve, des clients vont monter au créneau en me disant « Moi, il a changé ma vie ». Mais s'il a changé ta vie, tant mieux. Ça veut dire qu'effectivement, il a une influence. D'ailleurs, je voudrais être très précis là-dessus. Vous devez connaître probablement la différence. Certaines personnes influencent, ça veut dire que c'est pour ton bien qu'ils vont te faire aller à un endroit, et plutôt que d'autres qui vont être dans la manipulation, qui vont te faire aller à un endroit pour eux, pour leur propre bien à eux. Et l'influence, il n'y a pas de souci. Si ton influence, elle est de montrer que tu es en super bateau, ou comme des infopreneurs que vous avez reçus il n'y a pas longtemps, qui sont partis en Côte d'Ivoire, du nom de Philippe Simo, qui nous montre sa dernière piscine, et c'est chez lui. Mais si donne envie aux autres de vouloir avoir une pataugeoire, qu'il y aille. Pas de problème. Voilà. J'aimerais quand même rebondir sur la notion de résultat. Oui. Ça va être très important, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent et qui songent
à avoir un coach, c'est très important qu'elles entendent dans le discours du coach si oui ou non il parle de cette notion de dépendance. Parce que oui, c'est bien d'avoir des résultats, mais en fait, si on n'aide pas l'autre à vraiment créer des nouveaux mécanismes de pensée, à créer de nouveaux schémas comportementaux, bah, en fait, on va habituer l'autre à notre présence, à nos outils, à l'accompagnement, et ça va bien marcher pendant quelques semaines, peut-être quelques mois. Et quand vous allez lâcher dans la nature. Mais en fait, ils vont être totalement perdus. Totalement perdus. Et je sais que moi, dans mon cas de figure, à chaque fois, je propose en fait une offre de soutien, de coaching, parce que c'est pas toujours évident d'être totalement autonome après avoir été accompagné pendant plusieurs mois. Et si justement on pense que résultat, certes tu auras les résultats, mais quand je vais disparaître, quand je ne serai plus là, est-ce que tu continueras, toi, à réussir à maintenir ces résultats-là? Donc il est important d'apporter un suivi pour pouvoir... À mon sens, oui. Il faut un suivi et il faut aussi prévenir déjà la personne avant même qu'elle s'engage sur ça. Lui dire, bah voilà, moi je veux t'aider à créer de nouveaux schémas, donc ça va être important pour toi aussi d'être vocal. Si tu as l'impression que quand on n'est pas en contact, tu perds pied, il y a toutes ces notions-là. Pensez en fait à l'après et pas juste à le résultat en fait que la personne souhaite avoir. Et à l'objectif qu'elle souhaite atteindre. Quelqu'un qui donne un conseil donc en one shot, en une fois. Est-ce que tu dirais que c'est un coach ou pas? Non, c'est du consulting, là, tu fais du consulting. Tu peux être coach et faire des offres de consulting. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion de faire ça, j'ai pas forcément trop aimé, parce que j'avais justement cette conscience-là de, oui, en fait, là, tu te sens bien, tu es reboosté, bon, tu as payé pour ça, donc c'est ce que je te délivre. Mais si tu vas aller plus loin, sincèrement, prends ton courage à deux mains et lance-toi dans le coaching, quoi. Je pensais à quelque chose, et après, je te laisse... Pourquoi autant de coachs, autant d'accompagnateurs? Je pense que parce qu'il y a déjà une demande. Pourquoi cette demande? C'est l'époque qui l'impose. J'ai l'impression, à mon sens, que la mondialisation, l'ouverture d'Internet, la digitalisation, fait qu'il y a une telle concurrence qu'elle soit... Maintenant, tu peux être concurrent d'un Asiatique ou de quelqu'un qui est aux antipodes d'où tu es, si tu veux. Et on se sent perdu, les gens se sentent perdus. Et ils ont besoin de se former, d'avoir des éléments pour y arriver. Donc, je pense que d'être accompagné par X ou Y, pour moi, attention, c'est nécessaire. Pour moi, vraiment, je ne remettrai pas ça en question. C'est nécessaire et c'est un bienfait. Maintenant, pour reparler des coachs ou des accompagnateurs, j'aimerais bien pour certains... on dit que si j'avais une baguette magique, on a tous des souhaits, des envies. Des souhaits amoureux, relations et financières. Pour certains, ils ont des souhaits financiers de vouloir être millionnaire. Je veux être millionnaire. Et si tu avais tes millions, si je pouvais te donner tes millions maintenant, est-ce que tu continuerais à accompagner les autres? Est-ce que tu continuerais à vouloir transmettre? Et c'est ça la vraie question. Et c'est là où tu vois, est-ce qu'il y a une vocation ou pas? Parce que j'en ai vu certains, et quand j'ai mené mon enquête, qui, dès qu'ils ont fait plusieurs millions, c'est bon, je m'arrête. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il n'y avait qu'un aspect financier derrière, qu'un besoin financier. Ils se sont enrichis simplement en allant proposer à d'autres des coachings. Moi, j'en ai vu des 35 000, 50 000, 1 million le coaching, 1 million d'euros les coachings. Selon vous, on ne peut pas y voir dans cette attitude une forme de sentiment de résignation à l'égard de la nature humaine? Vous savez, on dit on ne redresse pas les fers forgés. Autrement dit, il est très difficile, parce que le fer, on peut le chauffer et ensuite le redresser, il est très difficile, quand on a atteint un certain âge, de changer radicalement ses habitudes. Le développement personnel, la PNL, parle de 21 jours pour changer ses habitudes. Et après 21 jours, sauf que statistiquement, seule une minorité de personnes y parviennent. Donc peut-être que la personne qui initialement croyait en son devoir d'être coach, en sa mission, mais qui au fil des années, s'est aperçue qu'à la beau se dépenser sans compter, donner les meilleurs conseils du monde, elle s'aperçoit que le client ne les suit qu'à moitié et ensuite abandonne. Donc, quelque part, il se dit, allez, à quoi bon? Je ne vais pas les changer, ils sont comme ça. Autant moi, je me focalise sur ma Porsche, sur ma maison et ensuite j'investis ailleurs. Peut-être qu'il y a cette réalité-là. Ça peut être une explication. Mais qu'est-ce que vous pensez d'un autre coach, Claudel Nobici? Je ne sais pas si vous le connaissez. Est-ce que tu peux nous présenter Claudel? Alors, pour moi, il est aussi impactant, voire plus impactant que Philippe Simo, que j'apprécie beaucoup. Philippe Simo, parce que
la qualité de certaines de ses vidéos et son engagement sur le plan de l'économie et de l'esprit d'entrepreneurial n'est pas à ce niveau-là. On n'a rien à redire. Bien sûr. Après, C'était une petite boutade voilà, tout à sur l'heure, mais le, il faut quand même repréciser. C'est quelqu'un qui est de qualité. Voilà. Hein, Eh bien, Claudel Debussy, en plus de ce que fait Philippe Simot, il y ajoute des cours. C'est que pour vous, peut-on être coach sans être professeur? bien entendu. Je ne sais pas. Bien C'est vrai que dans mon cas, je me rends compte que on doit enseigner parce que il y a des choses qui sont évidentes pour moi en tant que coach, mais qui ne le sont pas forcément pour le coaché. Et c'est important du coup qu'il ait conscience de ce qu'il se passe pour qu'il puisse du coup se dire « Ah, ok, voici la prise de conscience, ça a du sens pour moi, c'est logique maintenant. » Et je sais que moi, ce que je propose, en fait, c'est des vidéos coaching où ces notions-là, en fait, vraiment d'enseignement, de comprendre ce que je vais te dire durant le coaching, c'est à côté, en plus de l'accompagnement one-to-one. Parce qu'en fait, c'est indissociable. Donc, soit je vais passer la séance de coaching à te coacher, mais en même temps t'enseigner, et ça prend beaucoup de temps, soit je fais, en tout cas, c'est la solution, moi, que j'ai trouvée. Le côté enseignement va les vidéos coaching, et durant la séance, je te coach. Et tu as conscience, tu comprends ce qu'il se passe grâce à l'apport digital. Et du coup, pardon, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Tu as dit un mot très fort tout à l'heure, je trouve, c'est-à-dire que selon toi, être coach, ça doit être une vocation. En tout cas, la transmission, vouloir transmettre, vouloir aider les autres, pour moi, oui. Pas seulement un métier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à un moment t'en donné, fais ton métier. temporairement, dans une vie, se dire qu'on veut être coach et à un moment donné, passer à autre chose. Ouais, tu peux avoir plusieurs métiers dans ta vie. Plusieurs vocations? Non, plusieurs métiers sur la même vocation. Ok. Par exemple, moi, c'est être au service des autres, te servir et te mettre en image, mais sur cette vocation, je peux avoir plusieurs métiers, plusieurs angles, sans aucun problème. Maintenant, le côté professeur dont vous parlez, aujourd'hui, il faut le savoir, hein, les vidéos en ligne, que moi j'ai ma formation en ligne, hein, elle est là, elle existe, hein, sur le storytelling. Je crois qu'il y a un pourcentage qui dépasse plus de 80%, il me semble, des gens qui vont jusqu'à la fin de ces formations. Il y a, de ceux qui n'y vont pas, excusez-moi. Ouais. La plupart des gens sur les formations en ligne ne vont pas au bout. Je pense que l'accompagnement, être au plus près des gens, ah oui, ça prend du temps. Ah ouais, ça prend du temps, effectivement, ça demande de l'énergie. Mais on est avec eux, on les accompagne, on les prend par la main, il y a un vrai échange, tu me transmets ton énergie, je te donne mon énergie. Quand je te donne, je reçois aussi. As-tu déjà donné un cours dans une salle à plusieurs personnes simultanément? Oui, bien sûr, bien entendu. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Une énergie, bien entendu. Mais on parlait des cours en ligne, hein. Tu me parlais de formation en ligne. Hein. Oui, non, pas forcément en ligne. De professeur. Voilà, non, pas forcément en ligne. C'est-à-dire le fait de faire en sorte. Enfin, la question c'était est-ce que être coach c'est indissociable du fait. Enfin, les vrais coachs, c'est indissociable du fait d'être professeur. Voilà. Tu en as avancé l'idée que oui. Toi, tu es un peu plus à ces niveaux-là réservé. Je suis un peu plus nuancé. Professeur, c'est quoi? Est-ce que c'est pas... Voilà, parce qu'en fait, tu peux être... c'est quoi? Professeur, c'est avoir une vraie pédagogie? Voilà. D'enseignement? Une pédagogie et une expertise, dans le sens où tu t'exposes, sachant que tu es face à un groupe, à des attaques en tout genre. Ce qui n'a absolument rien à voir du fait de coacher individuellement. Une personne que tu coaches individuellement est sous ton emprise. Tu viens avec un statut, si elle vient te voir, c'est que quelque part, elle va boire tes paroles. Alors que quand tu es professeur face à une classe, il y en a toujours un ou deux qui, à un moment ou à un autre, essaiera de prouver aux autres qu'il est plus intelligent ou qu'il arrive à trouver une brèche dans ton enseignement. Et c'est à ce moment-là, c'est grâce à ces interventions-là que toi, tu renforces non seulement ton statut par tes réponses, et en même temps que tu renforces aussi ta connaissance et ta pédagogie que tu pourras ensuite répercuter dans ton domaine. J'entends ce que tu dis, mon cher Arman, mais là, le fait que tu me dises qu'une personne, elle est sous ton emprise, excuse-moi, les gourous, on appelle ça des gourous, ils peuvent être devant 1000 personnes, ils peuvent être sous l'emprise d'une seule personne. Non, je ne parle pas des gourous. Vraiment, je parle pas oui, des mais gourous. Généralement, entre le coaching, gourou, parfois aussi, il peut y avoir aussi une limite qui est très peu visible, si tu veux.
Là, je comprends ce que tu veux dire en termes de corps professoral, de transmettre, d'avoir... Mais je parle, tiens, de moi, puisqu'on est sur notre communauté afro, caribéenne, il y a des sages en Afrique qui ont de l'expérience, qui ont vécu, qui peuvent te donner des enseignements sans avoir forcément de pédagogie. C'est la pédagogie de la vie, si tu veux, leur vie. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Sans avoir pédagogie, c'est-à-dire Bah, toi, j'ai l'impression que tu me disais, il faut que tout soit structuré, comme si j'étais un professeur. Parfois, il y a certaines personnes, mais c'est là où j'ai envie de nuancer ton propos, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Certaines personnes qui n'ont ni été à l'école, qui n'ont ni d'enseignement, qui n'ont ni fait les écoles de coaching ou quoi que ce soit, mais qui ont simplement du vécu, Une expérience de une expérience de vie, et qui parfois, de façon même désordonnée, pas comme un prof, mais vont t'amener des enseignements et vont t'aider là-dessus. Voilà ce que je... Tu ne crois pas aux vertus de la méthode? Bien entendu, je te dis que j'y crois, mais il n'y a pas que ça. Ah oui, d'accord. D'accord ? Je ne veux pas imposer, en tout cas moi je n'ai pas à dire la méthode c'est celle-là. Non, il y en a plusieurs, comme plusieurs chemins mènent à Rome. Sur ces chemins-là, il y a des chemins qui seront, il y a des voies sans issue. Il faut faire attention. Et il y en a d'autres vraiment qu'on ne remarque pas, qu'on ne décèle pas, et qui en fait vont t'amener vraiment vers quelque chose qui va te transcender, te transformer, et qui n'est pas, oui, effectivement, en fait j'ai toujours du mal en fait avec ce côté très scolaire qu'on nous a imposé déjà, nous, en étant jeunes, et que là, on veut retransmettre. Alors oui, il faut que tu aies petit A, petit B, petit C, pour que tu sois considéré comme quelqu'un qui peut transmettre. Pas du tout. Moi, je refuse de rentrer dans cette case-là. Il peut y avoir d'autres personnes qui enseignent ou qui te donnent, qui transmettent, sans avoir effectivement cette pédagogie, comme on peut l'entendre dans le corps professoral. Donc, quelque part, pour toi, ce statut de coach donne la possibilité à des personnes qui ne sont pas passées par les structures que l'on connaît pour pouvoir inculquer et aider à travers leur savoir. Alors là, tu soulèves un vrai point. Pour ma part, moi, écoute, je suis producteur audiovisuel. Je ne suis pas passé par les écoles de journalistes. Je ne suis pas passé par les profs, les universités. Aujourd'hui, j'emploie plus de 40 journalistes par mois, chaque fois. Je n'ai pas besoin de passer par ces cases. Et c'est là où j'en ai marre de ce discours-là. Et aujourd'hui... Quel discours? Le discours de vouloir d'avoir la méthode. Tu sais que la méthode, diplôme, attendez, excusez-moi. Les diplômes, je l'ai eu sur le terrain. Si je peux me permettre, la méthode, comme on dit, c'est les professeurs des professeurs. Ce qui fait une grande nation, ce sont ces grandes écoles, quoi qu'on en dise. Et les grandes écoles sont fondées grâce aux écoles normales, c'est-à-dire les usines qui créent des professeurs. Ce qui nous fait, grosso modo, et de manière très violente, défaut sur le continent. On a les intelligences, comme tu dis, de vécu, de la sagesse. Maintenant, sur le plan méthodologique, pendant que les Chinois ils sortent 400 000 ingénieurs par an, les Indiens à Bangalore 600 000, nous, on est encore sur ce terrain-là à la traîne, compte tenu de cette vision du monde qui consiste à dire l'école, c'est que du papier, le diplôme, c'est que du papier, la sagesse de la vie nous apprend le reste, sauf que les défis de ce monde d'aujourd'hui, fondés sur les expertises, nous laissent à la traîne, très factuellement. Après, Dieu merci, il ne s'agit pas de généraliser, certains l'ont compris, sur le continent, je cite tous les jours Fred Swaniker, que je citerai encore aujourd'hui, Fred Swaniker, qui lui a pris en charge la responsabilité d'inculquer cette méthodologie, et non pas, j'allais dire, c'est pas lobotomiser, cette méthodologie à la communauté, bon, pour le moment à l'échelle anglophone. Néanmoins, il me semble que c'est quand même quelque chose qui nous fait défaut, alors que c'est fondamental. Alors, je suis encore une fois de plus, je pense, pas tout à fait d'accord avec toi, parce que les écoles, ces écoles supérieures, comme tu les nommes, oui, elles peuvent amener une méthodologie, mais elles amènent surtout à un moment donné à mater les gens, alors à les mettre dans des cases sur certaines écoles pour qu'ils aillent remplir effectivement les étages à la défense. Et que, un chirurgien qui sort de l'école de médecine, en quoi il est maté? Alors, le chirurgien qui sort de l'école de médecine, sans aucun problème, il n'y a aucun souci là-dessus, je suis d'accord avec toi. Un psychologue et qui sort d'une école de psychologie. En quoi il est maté? Tu me parlais, attention, tu me... Non, parce que le coaching... Pourquoi ça veut dire qu'en Afrique, ça nous fait défaut, ça? On n'a pas de chirurgien? Non, on a des psychologues. On n'a pas de psychologue? Quoi? Mais c'est le désert absolu. Le désert absolu? C'est le désert absolu. La psychologie, le rapport entre l'Africain et la psychologie, l'Afrique, effectivement, la communauté est en train d'évoluer à ce niveau-là. On est d'accord. Mais pour l'heure, c'est encore le désert absolu. C'est pas le désert pour moi.
Je suis désolé, il y a de plus en plus de personnes de la communauté qui vont et qui Aujourd'hui, le psychologue en Afrique, c'est le marabout. Bah, parce que c'est culturel aussi. Il y a aussi Non, mais alors, faut savoir, tu me dis- Non, je te dis qu'il Voilà. y a une évolution, Ouais. mais il ne faut pas non plus remettre. Il y a aussi un démarrage qui est culturel. Et excuse-moi, mon cher, je connais bien le milieu des psychologues. Et je connais au moins 3-4 psychologues. Il n'y a pas plus torturé aujourd'hui que ces gens-là, que je connais. Mais pas plus torturé. Donc en gros, Qui on vont n'a pas t'éc- besoin de qui psychologue. vont Citer t'écouter- un exemple, On n'a pas besoin de qui psychologue. vont à peu près. t'écouter. On a besoin de psychologues. Je ne te dis pas qu'on n'en a pas besoin. Je te dis qu'à un moment donné, il faut arrêter d'imposer un certain système comme on nous l'a toujours imposé, notamment ce système scolaire qui ne gratifie qu'une seule intelligence, celle du pragmatisme, des mathématiques. Aujourd'hui, excuse-moi, tu me parles d'excellence, toi, de par cette émission. Des excellences, il y en a autant que les intelligences. On dit même peut-être plus. Les intelligences, on dit qu'il y en a 9, comme vous le savez. Et des excellences, tu peux avoir l'excellence du verbe comme tu l'as. Excuse-moi, je peux avoir quelqu'un qui est excellent avec ses mains, On est d'accord. qui fabrique. Je peux avoir quelqu'un qui va pas forcément passer par ton système d'école, comme tu me le dis, qui amène des méthodologies. Oui, ça en a. Je ne vais pas à l'encontre de ça. Je te dis simplement que je veux ouvrir, si tu veux, le champ. Je ne veux pas dire comme ça l'a été. Oui, tout le monde doit passer par là pour être considéré comme étant capable. Non. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a toujours des exceptions. Néanmoins, la norme existe. Et la norme, elle répond à Selon qui la norme? Comment Quelle norme? Selon qui et selon quoi? Selon les statistiques. Il y a... Comment Selon quelle? Mais non, mais la norme, c'est statistique. Excuse-moi, Non, mais la quelles notion sont de- tes sources? Quelles statistiques? Non, On mais va parler clair parce non, que mais la notion de norme, le Oui. mot même de norme, c'est ce qui est normalisé. C'est ce qui est... C'est-à-dire que si sur 100 personnes, 90 personnes sont minces, on dira que la norme, c'est d'être mince. D'accord. Ok. C'est ça, quand je dis la norme. Il se trouve qu'on sait que plus tu sors d'une école, en général, mieux tu es formé sur tel ou tel domaine. Maintenant, il peut y avoir des génies, des autodidactes qui sortent du lot, qui, par leur talent personnel, ont creusé leur sillon. Steve Jobs a été au bout de ses études? Il s'est arrêté à quel endroit? Il a été en calligraphie, il était à l'université. Il a été jusqu'à Mais il n'a pas l'université. été au bout. Attends, Il n'a pas été au bout. attends. Zuckerberg a été au bout? À Harvard. Mais est-ce qu'il a été au bout? Donc, Mais est-ce qu'il a été au bout? On leur a inculqué la méthode. Alors, La méthode, ça ne t'inculque pas tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au bac plus 5 pour qu'on t'inculque la méthode. Moi, j'ai fait des études de maths. Dès la 3e année à l'université, on t'enseignait la méthode. Mais bon, hélas, c'est un sujet tellement vaste. non, sur mais le quotidien. Non, mais l'ennui, c'est que le temps nous manque. mais- Non, le temps nous manque. je suis d'accord. Attends, Ouais. je voulais juste rajouter quelque chose. Ouais. La méthode, Ouais. effectivement, on peut te l'apprendre Ouais. via le cursus scolaire. OK. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que là. Non, C'est ou tout ce que les je te écoles, dis. quand je dis cursus scolaire. Et c'est-à-dire j'adore des- ton des côté milieux. norme. J'aime la fameuse norme. Nous, on m'a toujours dit, oui, la norme, c'est faut être médecin. À une époque, la norme, c'était pour une femme, il fallait aller voir tel poste. Mais les normes changent, mon ami. On est d'accord. Aujourd'hui, Mais- c'est en train de... mais on ne demande pas Regarde, qu'il reste des regarde ce qui est en train de se passer au niveau économique. La norme qui était de devenir comme la puissance par l'argent. Oui, il faut quand même représenter quelque chose économiquement, mais c'est en train d'évoluer. On voit des systèmes entiers qui sont en train de Mais s'effondrer. personne n'a dit Parce le que- contraire. grâce à- Non, mais Parce que- personne non, n'a dit mais le contraire. méfiance sur la norme. Je trouve que Ouais. dans ton discours Ouais. et dans ce que tu m'annonces là, Ouais. on veut imposer un certain système en disant regardez, eux, ils l'ont fait par le passé, mais ça, c'est le passé. Moi, je suis dans le présent et le futur, si possible. Attends, regardez, eux, ils l'ont fait. Non, je dis juste que. Tu m'as dit Non, certains, j'ai dit- non. les statistiques ont fait que. Non, j'ai dit, non, c'était- j'ai dit juste, et si on ne veut pas caricaturer, je dis juste que pour éduquer une population en grand nombre, ce n'est pas du cas par cas, c'est de manière méthodologique. C'est-à-dire il faut, quelque part, une science, voilà, des règles. C'est tout ce que je dis. Et ces règles-là, tu les inculques dans des lieux que l'on appelle des écoles, des centres de formation. C'est tout ce que je dis. Je dis qu'après, maintenant, si, au milieu de tout cela, il y en a certains qui arrivent, par leur talent propre, à s'en extraire, grand bien leur face. Il n'en demeure pas moins qu'on ne doit pas oublier, on ne doit pas perdre de vue que Jamais. c'est tout. C'est pas là le discours, non. Non, mais c'est tout ce que Là, j'ai c'est dit. simplement qu'il y a des alternatives. C'est Et tout ce que j'ai dit. attention. Mais maintenant, on ne peut plus aller plus loin dans le débat, hélas. Parce que c'est Qu'on est parti sur autre chose. l'autoritarisme, je dis moi, et je te laisse après finir, je dis non à l'autoritarisme. D'accord. Et Mais oui au professorat. non, attention. Non, je Non à demande. l'autoritarisme Oui. en disant il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Ouais. Tu sais quoi? Ça a fait que certaines personnes ont perdu confiance en eux Mais oui parce au qu'on professorat leur ou disait pas que c'est
Pas forcément. Ok. Pas forcément. Ok, on Parce s'arrête qu'il n'y a qu'une seule voie pour réussir. Mais ça va Non, pas ou personne. quoi Ok. Il y a que en passant par ces grandes écoles qu'on peut réussir. Non. J'ai pas dit les grandes écoles spécifiquement, j'ai dit des écoles, des lieux, des centres de formation, des lieux où c'est structuré, c'est Au méthodique. début, tu m'as parlé de. Non, j'ai pris l'exemple des grandes nations. Tu m'as dit que ça nous faisait défaut, les grandes écoles, et qu'en Afrique, on était à la traîne parce qu'on n'avait pas ces fameuses. Mais les psychologues, ils sortent pas des grandes écoles, mais c'est pas grave. Moi, j'essaie juste. Ensuite, tu as dérivé sur les psychologues. Mais à la base, tu as parlé de. Pour élargir la discussion. Tu as parlé des ingénieurs, par exemple, les ingénieurs. Ils sortent pas forcément des grandes écoles, ils sortent des écoles de commerce. Ils sortent C'est pas pas, d'écoles. c'est pas considéré. Non, il y a comme des écoles, grandes écoles, mais il y a des écoles de commerce. Mais bon, le débat, je pense qu'on s'est compris. On a juste parfois un peu des divergences au niveau de la terminologie. Je pense qu'on est d'accord pour. Enfin, quel serait votre mot de la fin pour celles et ceux qui veulent devenir coach? Mon mot de la fin, ou les phrases de fin peut-être, serait vraiment de cheminer et de se demander pourquoi est-ce que je souhaite aider les autres. Et là, je parle vraiment à titre personnel, hein. Dans mon cas, j'ai compris le pourquoi après avoir été coach. J'ai décidé de moi aussi être accompagnée. J'ai eu des mentors, j'ai eu des coachs et notamment aussi un suivi thérapeutique. Et au travers des séances, il y a une chose qui était revenue et ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au narcissisme, par rapport à la gratification. Et c'est vrai que j'avais pas mal d'objectifs assez prestigieux, de pouvoir coacher des grandes écoles en Afrique, de pouvoir être dans Forbes, 30 under 30. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, si je vais vraiment à la genèse, ces objectifs-là sont là parce que ça m'apporte une sorte de valorisation personnelle que je n'ai pas eue initialement de mes parents. Donc on a dû remonter à tout ça et ça me permet de voir qu'en fait mes objectifs là partaient d'un manque et non pas d'un besoin de remplir l'autre. Et finalement... Une phrase. C'est vrai que le temps passe. Philippe, je t'en veux. En une phrase, je dirais cheminer en même temps que vous aidez les autres à faire ce même chemin. Mon cher Herman, ma meilleure coach. Pas moi, adressé À ceux tous. Qui, voilà. Ma meilleure coach, avant tout, ça a été ma mère, je le remercie. Mon meilleur professeur, c'est mon père. Et ils n'ont pas été dans les grandes écoles pour leur compte. Ensuite, effectivement, pour moi, je pense que l'accompagnement est nécessaire, effectivement. Oui, et que j'aime... Ceux qui veulent épouser cette carrière de coach, qu'est-ce que tu leur recommandes? Ceux qui veulent épouser cette carrière de coach, pratiquer, expérience, agir. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Faire, exactement. Okay. Ça, ce sont les mots qui... Voilà, faire. Et en final, on maîtrise son sujet, on le maîtrise tellement qu'après, on peut le transmettre. On peut transmettre ce savoir. Voilà. Je peux te forger, comme tu dis, un bout de fer ou être forgeron pendant 10 000 heures. On dit que c'est 10 000 heures pour être expert. Et à partir de là, je pourrais, sans être passé par quoi que ce soit, parce que j'aurais eu des échecs, j'aurais refait. Je te montrerai la manière de pouvoir le forger au mieux sans passer par tous ces échecs. En tout cas, te dire par où moi je suis passé pour y arriver. Donc voilà. Ah, comme vous le voyez, hein, les funérailles des tabous, on ne manque jamais d'énergie, quel que soit le sujet. Aujourd'hui, on a abordé cette question du coaching en rapport avec le développement personnel, tant il est vrai que, évidemment, la notion, le but de tout un chacun aujourd'hui, en tout cas d'une grande majorité d'entre nous, c'est d'atteindre le bonheur, si possible en étant accompagné. On a fait la part des choses entre les charlatans, les faux coachs et les coachs certifiés, les vrais coachs, les professionnels qui sont là, qui nous ont apporté un regard plus qu'éclairant. C'est ainsi que ça se passe dans les funérailles des tabous. On a conscience que tout seul, on peut aller très très vite. Mais ce n'est qu'ensemble qu'on va loin. Et ce n'est ensemble, autour d'une table, qu'on va loin et surtout que l'on va haut. Les funérailles des tabous, on condamne la pomme pourrie, mais on s'attache d'abord à comprendre les racines du pommier. À très bientôt.